Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai l'infime honneur et privilège de recevoir Marc Rousset. Il a fait HEC, docteur en sciences économiques, diplômé des universités de Columbia, Harvard. Il a été dirigeant de grandes boîtes du CAC 40. Et on le reçoit pour cet excellentissime livre. Je me suis vraiment régalé. Notre faux ami, l'Amérique, pour une alliance avec la Russie, préfacée par le vice-président de la Douma, Monsieur Piotr Tolstoï. Bon, n'hésitez pas à me cadrer aussi, hein, si vous voulez, ce serait mieux quand même. Voilà, on parle comme ça à la régie. On est en direct et pourtant on en parle à la régie, c'est pas grave. C'est le direct, c'est la vie. Bon, bonjour Monsieur Marc Rousset. Vraiment, bonjour. Je suis très content de vous avoir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en plus c'est un livre qui est totalement hors du politiquement correct, hors des sentiers battus. Et j'imagine qu'aucun éditeur a voulu vous l'imprimer. Comme par hasard. Et ça va être le défi que je souhaiterais faire, même si les grands médias ne m'accueillent pas, même si les grands éditeurs, à mon avis, qui auraient dû m'ouvrir tout grand les portes, ne l'ont pas fait. Et mon défi, c'est, ce qui est mon rêve, qui est en train de se concrétiser, mais il est loin d'être réalisé, l'avenir va le dire, qui consiste à faire un best-seller. Est-ce que j'arriverai, par la qualité d'un livre, en étant reçu par des médias, en n'étant pas reçu sur les grands médias, est-ce que ce livre deviendra malgré tout un best-seller mondial à égalité, telle est ma prétention, du livre Le choc des civilisations de Samuel Huntington et du Grand échiquier de Zbigniew Brzezinski. Donc je mets la barre très haut et je pense que le livre le mérite. Maintenant, alors il est déjà traduit en russe. Il est déjà traduit en allemand. Il est déjà traduit en italien, il est en cours de traduction en russe, et il devrait être traduit en chinois, en allemand, en anglo-américain. J'aime bien parler de l'anglo-américain et non pas de l'anglais, parce que je pense que c'est l'ennemi de la langue française, c'est l'anglo-américain, c'est pas l'anglais. Et puis l'espagnol, évidemment. Voilà. Tel est le pari que je vais essayer de gagner. C'est pas encore gagné. Bien malin celui qui part à la guerre en ayant la certitude de la gagner, mais je vais tout faire pour la gagner. Et dès le départ, j'ai mis les moyens et nous allons voir. Je crois beaucoup en l'aide des éditeurs, de bouche à oreille. Et des réseaux sociaux. On va en parler. La seule façon d'arriver à un best-seller par les temps qui courent, lorsqu'on n'a pas des grands médias avec soi, ça peut être que par la qualité d'un livre, sinon vous êtes mort, et par les réseaux sociaux. Voilà. Écoutez, on va en parler, mais avant ça, on va faire le tour du plateau. La Rastam, aujourd'hui, toujours en beauté, avec toujours cette collier de perles. C'est le collier spécial Géopolitique Profonde. Ah oui, voilà. La Rastam de Radio Courtoisie. Comment ça va? Merci pour l'invitation. Bonsoir. Tu es toujours la bienvenue ici. Merci. Russo-arménienne. Oui, française. Française aussi. Française patriote. Voilà, très bien. Donc spécialiste aussi de la Russie. Tu auras des choses à dire, j'imagine? Je pense, oui. Parce que là, on a beaucoup parlé dans l'actualité. Voilà, je pense aussi avoir quelques avertissements à lancer à ceux qui chercheraient. Des avertissements, d'accord. Voilà. Mais tout à l'heure, on verra ça. Des avertissements envers l'État, l'exécutif. Surtout, j'aimerais distinguer le peuple français de ses dirigeants. Et j'aimerais rappeler aux dirigeants français certaines réalités qui donc avant qu'ils nous envoient une sarmate, il faut non, distinguer avant de penser poser des bottes françaises sur le territoire russe ou d'une quelconque manière de s'attaquer à un soldat russe, il faudrait se rappeler ce que c'est la Russie et quelle est notre histoire commune d'amitié et de guerre aussi. Je veux bien la connaître, tu me diras. Ouais. Merci beaucoup. En face, notre ami Serge Federbusch, bonsoir, toujours Mike. Classe, Oui. belle veste. Le seul moment où je m'habille, c'est pour venir sur ton plateau. Le reste, je reste en guenille. Tu as écrit Covid Story, tu es éditorialiste, c'est le dernier livre, éditorialiste,
ancien élu parisien, spécialiste de géopolitique. D'ailleurs, je ne sais pas dans quoi tu n'es pas spécialiste. Bah écoute, tu le sauras à la fin de l'émission. Hein. Le choc des civilisations et les rapports entre la France et la Russie, par exemple. Voilà, je ne suis pas spécialiste, mais bon, je vais essayer de participer, de faire bonne figure quand même. Avec quelle modestie. Merci beaucoup, cher Serge. Et Myriam Palamba, journaliste, sublime journaliste. Elle défie le mainstream chaque jour sur Twitter. Et elle défie même ses collègues de la profession. Comment ça va? Ça va bien, ça va pas mal. Ça va pas mal. Tu es très en beauté aujourd'hui. Il dit à chaque fois. On est un peu de trop, hein, messieurs. C'est gentil. Aujourd'hui, tu vas chroniquer sur quelqu'un? Bah, tu m'as demandé, oui. Ça va. Merci de révéler les coulisses de l'émission. J'aurais pas forcément choisi ce monsieur, mais ça te faisait plaisir. Donc, mais oui, moi, ça me fait plaisir. Donc, je vais en parler. Des baby-boomers oui. qui sont pas très bien, hein, on va dire. Ouais, ça, j'aime qui bien se qu'on les comportent pas très bien. Voilà, j'aime bien quand on les dénonce. En tout cas, merci beaucoup, chère Myriam. On va en parler tout à l'heure dans ton édito. Dites-moi, cher Marc Rousset, comment on arrive à avoir la préface de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma? C'est quand même pas rien. Je crois que vous êtes un des seuls à avoir eu ce privilège. Exactement. C'est une des choses qui me caractérise, c'est que j'ai des bons préfaciers. Hein. J'ai eu Alain Perfit. C'était pas mal aussi. Je dis bien, je l'ai eu, Alain Perfit, sans aucune recommandation ni rien, uniquement, je ne le connaissais pas, par la qualité de mon ouvrage. Et là, c'est que bon, j'ai écrit aussi un livre. Je me suis intéressé à la Russie à partir de 2008, lorsque j'ai écrit La Nouvelle Europe Paris-Ban à Moscou, où j'étais préfacé par Yuri Rubinsky, de l'Académie des sciences russes, qui était ukrainien d'ailleurs. Et donc, ça m'a valu quelques contacts avec la Russie, grâce à cette confiance qui m'avait aussi donné la possibilité à l'époque d'avoir un article de haut niveau dans la revue le correspondant de Foreign Affairs en russe, dans la revue du fameux de l'ENA russe qui s'appelle MGIMO. Bon, tout ça m'a valu quelques contacts, une crédibilité dans le monde russe. Et ce qui fait que, au vu de mon ouvrage, étant donné la qualité, selon M. Tolstoï, sinon je pense qu'il ne m'aurait pas préfacé, eh bien, il a accepté de me préfacer au vu après avoir parcouru le livre, étant entendu que j'ai l'intention de le rencontrer en septembre. Mon souhait, c'est que ce livre soit postfacé par Alexandre Douguine. Alors, ça peut peut-être irriter certaines personnes, mais j'ai un très grand respect pour Douguine et puis de la compassion depuis quand même que l'Ukraine a assassiné sa fille. Dites-moi, cher Marc Rousset, voilà. Pourquoi cet angle? Alors, on peut parler de la Russie, très bien, mais pourquoi cet angle de faux amis américains? Eh bien, faux amis, parce que c'est la réalité, c'est l'image depuis que l'Amérique existe, c'est l'ami. Et si vous parlez de l'ennemi américain, vous êtes mort, parce que dans la conscience occidentale, depuis 1776, d'ailleurs depuis que les États-Unis ont été créés, et puis suite à la propagande incroyable, par exemple ce qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, pas tout le monde est persuadé que les États-Unis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est absolument archi faux. On pourra en parler. Alors, je dis bien que c'est archi faux. On en parlera. Je dis bien que c'est archi faux. Celui qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne, c'est la Russie avec 27 millions de morts, alors que la Russie a eu en tout et pour tout, alors que les États-Unis ont eu en tout et pour tout, sur le front européen, 180 000 hommes. Il y a eu 40 000 morts en Normandie. Les Russes, pour prendre Berlin, ont eu 80 000 tués. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a cette image de l'Amérique. Donc, dès le départ, si vous partiez d'une façon trop frontale, vous étiez mort. Et ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le succès médiatique de l'ami américain, d'Eric Branca, n'est-ce pas? Et j'ai repris cette idée. Parce que ce livre, d'habitude, j'ai un cycle de production de 5 ans. J'écris une petite thèse de doctorat pour le grand public tous les 5 ans. Cette fois-ci, ce livre, je l'ai sorti en 8 mois. J'ai eu un livre que j'ai sorti il y a 2 ans, qui a été un peu un acte manqué, parce qu'il avait une grande valeur intellectuelle, ce livre, mais il était orienté dans 2 directions. C'est-à-dire, sur quoi le livre?
Un livre économique. C'était un livre, oui, Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie. D'accord. Voilà. Et là, je me suis aperçu que ce que j'avais écrit sur la Russie intéressait davantage le monde. Et du coup, avec ce livre, L'ami américain, j'ai eu cette idée d'écrire un livre géopolitique et non pas un livre historique. Et je me suis senti obligé d'ailleurs de faire un chapitre entier où j'ai repris des thèmes très intéressants d'Éric Branca, qui a écrit un très grand livre historique. Mais si vous voulez, sur le plan géopolitique, mon livre, il y a 33 chapitres. C'est un livre qui, j'estime, qui tue, parce que vous avez en 370 pages, dès le départ, j'ai voulu qu'il soit court, pour arriver à être accepté par le grand public et pas sortir un truc de 800 pages. Vous avez un réquisitoire Prodomo en deux parties. Je peux comprendre... voilà la motivation. Très bien, mais je peux comprendre le faux ami américain, parce qu'en effet, les Américains mettent des bâtons dans les roues à l'Europe, et en particulier à la France. Mais pourquoi une alliance avec la Russie? Pourquoi la Russie serait un meilleur allié que ne pourraient l'être les Américains? C'est pas un meilleur allié. L'Amérique... Mais évidemment, on peut toujours avoir un allié avec l'Amérique, on peut même s'allier avec la Chine. Mais si vous voulez, la grande différence... Pourquoi sont-ils plus fiables, les Russes? Eh bien, est-ce qu'ils sont fiables? Jusqu'à présent, je tiens à le dire, par exemple, pour les deux guerres mondiales, s'il n'y avait pas la Russie, la France... et pour la Première Guerre mondiale et pour la Deuxième Guerre mondiale, aurait disparu de la carte de l'histoire géopolitique. En 1917... La Première Guerre mondiale, Foch l'a dit, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu la Russie, on disparaissait. Il faut savoir que la bataille de la Marne, si on n'avait pas eu les Russes, aurait été perdue. La bataille de Verdun, si on n'avait pas eu les Russes, et si les Russes n'avaient pas attaqué en mars 1916, et s'il n'y avait pas eu l'offensive Broussilov en juin 1916, la Première Guerre mondiale était perdue. Il faut savoir que lorsque l'Amérique a débarqué en 1944, les Russes étaient déjà à la frontière. Ce qui a été la bataille décisive, ça a été Stalingrad et l'offensive de Koursk, n'est-ce pas? C'est là où l'Allemagne... Il y avait 23 divisions allemandes sur le front ouest, et il y avait 173 divisions allemandes sur le front très bien. russe. Voilà. Là, on parle de Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, mais parlons vraiment du présent. Pourquoi, dans le présent, les Russes seraient plus fiables? Mais parce qu'ils ont essayé. Il faut voir l'histoire. Regardez ce qu'a fait Gorbatchev. On a dit, les Russes ont dit qu'il était un naïf. Pour moi, c'est un homme qui était sincère. Gorbatchev, il voulait de la maison commune Europe. Il a dit à Madame Thatcher, Madame, je ne souhaite pas que l'Europe... je souhaite que l'Europe soit une maison commune et ne devienne pas un théâtre d'opérations militaires. Voilà ce qu'a dit M. Gorbatchev à Mme Thatcher. Poutine, lorsqu'il est arrivé en 2010, il a exactement... Il était prêt à rentrer dans l'OTAN. C'est un Européen, c'est un monsieur qui parle allemand. Il a tout fait pour la Russie, c'est l'Europe pour vous? Est-ce que la Russie mais bien sûr, de civilisation européenne? J'ai un chapitre entier, la Russie européenne. T'as pas lu le livre ou quoi? Si, mais je pose la question. Non, mais vous avez raison de me pousser dans les retranchements. La Russie est européenne. Elle est géographique. Elle est asiatique par sa géographie. Elle est européenne par son histoire. L'histoire a basculé en 1917. Elle est européenne par son centre de décision qui est Moscou. Allez voir tous les jeunes, la jeunesse moscovite, elle souhaite venir en Europe. Elle est européenne par sa religion. Elle parle de devenir la troisième Rome. Lorsque vous allez à Vladivostok, il faut savoir que vous prenez un avion à Séoul pour Vladivostok, c'est l'Europe à 2 heures de Séoul. En Asie, l'Européen, c'est le Russe. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et nous, les Européens, au lieu de faire comme des imbéciles actuellement et des idiots de nous attaquer à la Russie, on doit au contraire défendre la Russie et nous considérer comme l'Interland de la Russie. Parce qu'actuellement, c'est nous, les Européens, qui avons jeté et qui jetons la Russie dans les bras de la Chine. Parce que Poutine, de lui-même, c'était pas... vous savez que Primakov, qui était le prédécesseur de Poutine, il avait commencé un rapprochement vis-à-vis de l'Inde, Et Poutine, qui est fondamentalement européen, qui est né à Saint-Pétersbourg, qui parle allemand, et il a dit lui-même, il est cité dans plusieurs livres, il a dit que lui, qui se ferait très bien vivre en Allemagne et en France. Il a dit... Justement, en parlant de la France, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé des mots de M. Macron dernièrement, parlant de guerre?
Bien, ce monsieur est un technocrate énarchique. Il y a des débats réalistes, comme mon ami Yvan Blot, qui était un grand patriote. Puis vous avez des rêveurs. Actuellement, je pense que malheureusement, les dernières promotions de l'ENA, il y avait beaucoup trop de rêveurs par rapport aux élèves excellents qui sortaient peu après la guerre, où c'était des gens qui avaient une autre réaliste. L'ENA, aujourd'hui, j'ai un fils qui a fait l'ENA, alors je suis bien placé pour le savoir, n'est-ce pas, fabrique des gens qui pratiquent l'art de plaire. Tiens, il va être content, celui-là. Oui, l'art de plaire, le en même temps. Voilà, Macron, c'est l'énarque type. Le type qui est à 20 000 mètres, complètement coupé des réalités, et qui nous envoie complètement dans les buissons, et puis qui est un des plus mauvais dirigeants que la France ait jamais eu. Je dis bien. Alors on a un énarque à la tête de la France qui a une intelligence gratuite. C'est une intelligence comme quoi on peut être bête et intelligent, voyez-vous. Je pense que c'est ce qui le différentiel. Je vais vous dire une chose. C'est les gens qui manquent de réalisme. C'est les gens qui ont perdu le contact avec la réalité parce qu'ils ont un cerveau qui tourne complètement coupé du terrain. Et moi, homme d'entreprise, je n'ai pas honte à le dire, ce qui m'a donné la réalité, c'est que je suis passé par Michelin, par l'école de la vente de Michelin, et qui m'ont donné le sens des réalités. Sinon, moi-même, qui suis aussi, qui ai étudié à 27 ans, même si je suis sorti de la HEC à 21 ans. Je sais, mais je ne suis pas tombé dans ce travers, je n'ai pas honte à le dire, parce que je suis passé par l'école de vente de Michelin, et qui m'ont amené au fait. Et ça m'a toujours servi toute ma vie. Eh bien, Macron, lui, il n'a pas fait cet exercice, il est toujours à 20 000 mètres. Alors moi, j'ai un hélicoptère, j'aime bien monter, mais des fois, j'ai un hélicoptère qui me ramène sur le terrain. Lui, il plane. C'est un monsieur qui est très dangereux aussi, parce qu'il pratique une idéologie, quoi. Il est en train de le montrer. Laquelle idéologie? L'idéologie, c'est mondialiste. C'est un monsieur qui est américain. Il veut absolument. Il y a une chose, il a une constante dans sa politique et dans sa stratégie, ce monsieur. C'est tout ce qui est pour dégringoler la France et cette espèce d'Europe fédéraliste. Lorsque vous voyez qu'on a un président de la France, c'est quand même ça pour moi. Bon, d'abord qu'il ne fait rien pour la politique migratoire. Donc il a un pays qui est détruit par ses populations. D'ailleurs, pour moi, c'est un acte de haute trahison. Mais l'acte le plus répréhensible, je crois, qui est le plus symbolique, au-delà de ne pas réagir sur l'immigration, c'est pour la politique de la langue française. Je suis un fervent défenseur de la langue française. Est-ce que vous savez que si on a actuellement l'anglo-américain à Bruxelles, c'est parce qu'il y a M. Macron. Enfin, c'est absolument... Comment ça Ben, c'est M. Macron avec von der Leyen qui a décrété l'anglo-américain actuellement à Bruxelles. Ah bon? Mais oui, c'est une certitude absolue, n'est-ce pas? C'est quand même assez scandaleux que ce soit le président de la France qui soit en arrivé. Pourquoi? Parce que c'est là où il montre qu'il est dangereux. Lorsqu'il a fait ça, Macron, pour la langue, les Français l'ont paralysé, mais à l'époque, il était aussi dangereux que lorsqu'il dit qu'il veut s'attaquer à la Russie en envoyant des troupes en Ukraine. Pour moi, ça montre qu'il est très dangereux. D'ailleurs, les gens du Rassemblement national ont dressé un tableau psychotique de l'homme, mais je pense qu'il y a une part de vérité. D'ailleurs, vous savez, les gens qui n'ont pas d'enfants, des gens qui ont des vies... je ne veux pas rentrer dans les problèmes personnels, mais qui ont quand même des vies un peu disons, qui ne sont pas des pères de famille responsables en tous les cas, eh bien, si vous voulez, ça fait des gens qui sont souvent, on voit qu'ils ont des attirances qu'on peut respecter sur le plan éthique, mais si vous voulez, tout ça, ça fait un tout qui montre que cet homme, je pense, est très dangereux parce que c'est un rêveur et qui prend des décisions d'enfant de cœur, d'adolescent. Est-ce que ces décisions qu'il prend, ce sont les siennes, ou est-ce qu'il est influencé, par exemple, peut-être par les Américains? Ce sont les siennes, parce que c'est son idéologie, mais c'est un monsieur qui est c'est vraiment le young leader type, quoi, qui a été influencé par l'Amérique, qui a été mis en place par le pouvoir de certaines personnes tout aussi rêveuses, telles qu'Altani, tout ça. Et Macron, et puis alors il est sûr de sa vérité. C'est le monsieur qui voit, comme les républicains et comme les révolutionnaires après les années 1790, qui avaient la guillotine pour pratiquer la terreur en France, et puis qui voulaient faire la guerre à l'extérieur. Macron, c'est le même bonhomme. Alors nous, on a eu le Covid, on a vu comment on a été traité, on n'a pas eu droit à la guillotine, Dieu merci, mais enfin c'était quand même des fois assez dur. On s'est aperçu
aperçu que quand même c'était pas une vérité contestable, c'est l'histoire du vaccin. Hein. Et alors, on ne parlera pas trop de ça. Et puis à l'extérieur, eh bien voilà, alors il fait pas la guerre à l'islam, mais il va faire la guerre contre la Russie avec ses armes nucléaires. Voilà le genre de bonhomme qui conduit la France actuellement. Oui, mais ça c'est peut-être que des paroles, c'est peut-être que de la communication. Est-ce que il a les moyens d'aller faire la guerre à la Russie? Mais bien sûr que non. Lorsqu'on sait qu'on a 3 jours de munitions, qu'on a 220 chars, que la Russie, elle tout seule, a 12 000 chars, 5 000 ou 6 000 qui fonctionnent et qu'actuellement, elle a une capacité de fabrique d'armes militaires qui sont équivalentes à l'OTAN. Ça montre aussi, pour ça c'est un gamin, c'est un adolescent, c'est un monsieur qui est irréaliste et qui est coupé des réalités. Voilà. On peut être intelligent tout en étant coupé des réalités. Mais moyennant quoi on prend... Alors que De Gaulle, lui, il avait une culture historique, et puis c'est un monsieur aussi, ça c'est les dernières promotions de l'ENA, je m'excuse, je n'attaque pas l'ENA en tant que tel, mais qui sont un peu coupés de l'histoire. Et c'est ça qui manque à l'ENA aussi, c'est les vérités historiques, qui vous ramènent aussi aux réalités, n'est-ce pas? Alors, d'abord, il a une politique de technocrate dans la banque, hein, vous savez, la banque, bon. L'industrie, ça vous ramène aux réalités. Il ne connaît pas l'histoire, ce monsieur. Oui, parce que vous êtes un grand industriel, ça faut le dire. N'hésitez pas à en parler de votre carrière. J'étais dans la vente chez Michelin et j'ai dit bien, si par exemple j'ai toujours été un bon manager, j'étais pas un bon politique par contre, mais j'étais un manager redoutable, c'est parce que je pratiquais la politique de l'hélicoptère, c'est-à-dire que par exemple, j'ai redressé en un tour de main, en 2 ans, une division hard discount de chez Carrefour. Vous avez été directeur général d'Aventis, Veolia, Carrefour, voilà. Voilà. J'avais même été programmé pour être le numéro 1 du groupe Carrefour. Je dis les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Et j'ai quitté pour une question d'honneur. Je dis bien, ça montre que je suis pas un vendu. Bon, voilà. Voilà. Et pour toutes ces raisons-là, c'est parce que j'étais pas coupé des réalités que j'avais une formation équivalente à celle d'un énarque, hein, HEC, docteur d'État, mention très bien, prix de thèse, bilingue de l'université, à mon avis ça vaut l'ENA, hein, passé par Harvard et par Columbia. Donc les énarques, eh bien, je les respecte. Le concours d'entrée est très difficile, et moi je pense qu'à l'oral j'aurais été calé dès le départ, parce que rien qu'avec ma personnalité, c'est pour ça que j'ai jamais présenté l'ENA. Vous avez bien fait. Zemmour, ah oui, parce que j'aurais été... Vous n'aurez pas été formaté. Voilà, ils auraient eu raison, ils auraient dit celui-là, il n'est pas fait pour l'ENA. Voilà. Zemmour, lui, il n'est pas passé à l'oral parce qu'il ne parlait pas l'anglais. Voilà. Moi, je n'aurais pas eu de problème pour l'anglais. Voilà. Moi, je dis ça avec humilité et sans aucune agressivité. Totalement raison, mais il faut le dire. Il faut tout pour faire un monde. Mais dites-moi, cher Marc Rousset, qu'est-ce que devrait faire du coup l'Europe et la France? Comment orienter sa politique étrangère dorénavant, sachant que on a au Quai d'Orsay des néoconservateurs, les enfants de M. Lévite? Il faut faire... c'est comme tout ce qu'on doit faire dans l'Occident. Vous savez, Dugin, il a dit que l'Occident est l'ennemi des peuples et l'ennemi de l'Europe, n'est-ce pas? Moi, je fais là une grande distinction entre l'Occident et l'Europe, parce que finalement, l'Occident, c'est un Commonwealth dirigé par l'Amérique. Et l'Europe, c'est la civilisation européenne. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement quitter le schéma actuel de l'Union européenne, faire une Europe des nations, une confédération des nations. Quitter l'Europe peut-être, ou pas? Soit la démolir, soit la réformer de l'intérieur, soit la quitter purement et simplement, si c'est nécessaire. Voilà. S'il y a par exemple une majorité très à droite qui sort au niveau des européennes, mais pas avec l'idée de la détruire systématiquement. Quitter l'OTAN, comme a fait De Gaulle, et se rapprocher de la Russie. Alors progressivement, vous parlez de Dugin, et c'est drôle parce que j'ai reçu mardi, on a fait un grand débat, et puis à un moment donné, on a parlé de Dugin. Et notre ami Guillaume Bernard a dit « Oui, mais Dugin, il ne faut pas en faire un saint. Il met quand même en avant ce qu'il appelle le panslavisme. Panslavisme. Oui. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, en effet, il faut être allié avec la Russie, ou alors la Russie, en réalité, sont aussi nos adversaires, parce qu'ils ont peut-être cette vision idéologique? Non. Alors justement, je me porte en faux sur ce que vous venez de vous dire, mais la question est aussi assez compliquée, parce que d'abord, une des idées fondamentales que je défends dans mon livre, donc moi je ne m'appelle pas Macron, je pense que je vois plus loin avec le bout de mon nez,
lui, je pense qu'il a une politique qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, je m'en excuse. C'est que pour moi, je pourrais dire que je mets le livre, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine, j'aurais écrit le même livre. Pour moi, le défi de la civilisation européenne, du monde européen, c'est de garder le contrôle de la Sibérie au XXIe siècle. Alors la Russie n'est pas du tout une menace, parce que la Russie, elle a un problème démographique. Donc elle risque pas d'envahir l'Europe. En plus, elle a des dangers qui sont la Chine à terme, avec le nombre de kilomètres de frontières. Elle a le danger de l'islam qu'elle contrôle actuellement. Il y a le danger du Caucase, le danger de la Turquie, etc. Donc nous, les Européens, au lieu de démolir la Russie, c'est le fameux article qui est sorti en 1954 et qui avait été écrit par l'amiral Castex. La Russie, bouclier protecteur de l'Europe à l'Est, n'est-ce pas ? Il faut savoir que la Russie nous protège et surtout pas la considérer comme un ennemi. En plus, elle est complémentaire de nous avec ses ressources. Bien, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est progressivement se rapprocher. Mais du coup, Dugin, est-ce que c'est un penseur important ? Parlons de Dugin. Alors, Dugin, il est panslavisme. Ça veut dire que lui, d'ailleurs, Solzhenitsyn aussi était panslaviste, n'est-ce pas ? Exact. Et bon, c'est-à-dire qu'il dit, lui, en gros, l'âme russe, elle n'est pas exclusivement européenne, justement, parce que c'est ça montre bien que la Russie, elle est évidemment européenne, mais vous avez des gens qui disent, dites-nous, on n'est pas seulement européens, on est aussi autre chose, parce que une grande partie de notre territoire, il faut savoir que vous pouvez mettre tous les États-Unis dans la Sibérie, n'est-ce pas ? Donc, et vous avez des Russes, il y a des gens qui disent, Pierre le Grand, c'est lui qui a rapproché la Russie de l'Europe, et puis il y a des gens qui disent, mais non, Pierre le Grand, au contraire, c'est le traître de l'Amsterdam. Donc, qu'est-ce que dit Dugin ? Mais ça n'a aucun inconvénient pour l'Europe, parce qu'il faut respecter les nations. Ce qu'on va faire, la Confédération européenne, si elle va de Brest à Vladivostok, elle doit respecter toutes les cultures européennes. Pour les langues françaises, on doit défendre toutes les petites langues, n'est-ce pas ? Alors que si nous avons l'anglo-américain et l'Amérique, nous deviendrons une Nouvelle-Louisiane et nous serons laminés, comme c'est le cas actuellement, par l'anglo-américain, n'est-ce pas ? Donc il faut se rapprocher de la Russie, qui demandait que ça, d'ailleurs, pendant des années, et c'est nous, les Européens, qui avons dit non. Voilà. Et alors, le panslavisme, c'est pas du tout un danger. C'est la Russie qui doit réussir, qui est un empire, effectivement, par son histoire. Nous, on est allé par-delà les mers. Ça a commencé avec Yermak le Cosaque en 1580. Ça a pris 80 années avant qu'ils arrivent vers Vladivostok. Enfin, ils étaient pas encore. C'est au traité de Pékin en 1860 qu'ils ont pris les 900 000 derniers kilomètres carrés. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, Dugin, c'est pas du tout un problème. Qui défendent le panslavisme, c'est comme Solzhenitsyn. Il était très proche de l'Européen, il n'aimait pas l'Amérique, Solzhenitsyn. Mais ce qui est important, c'est que Dugin, il dit bien, il souhaite se rapprocher de l'Europe. C'est ça. Alors que la Russie garde son âme, compte tenu de ses contraintes géographiques, étant donné l'étendue de son territoire de la Sibérie, bien sûr, sinon elle est plus russe. La Russie, c'est la Russie. Voilà. En tout cas, mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est une idée qui tue l'idée européenne. Merci à vous, cher Marc Rousset. Et puis on va passer au grand débat, mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.